Deviens le héros de ton alimentation, le podcast des collégiens de la Seine-et-Marne. Deviens le héros de ton alimentation au collège du Bois de l'Enclume. Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast Deviens le héros de ton alimentation du collège du Bois de l'Enclume à Trilport. Réalisé dans les conditions du direct, nous sommes Naël et Ayoub et nous allons animer ce podcast qui a pu voir le jour grâce à la participation des élèves de la classe de 4e D. Le but de cette émission est de vous en apprendre plus sur le goût et de répondre à la question « Comment apprendre à aimer ce qu'on n'aime pas ?» Pour nous aider à répondre à cette question, nous avons au téléphone Edith Louis. Bonjour Edith Louis. Bonjour à tous. Edith Louis, vous êtes pédiatre à la retraite à l'origine de la création d'un réseau de médecins, de diététiciens, de psychologues et d'enseignants en activité physique adaptée qui prend en charge les enfants en surpoids et leurs familles dans votre ville à Metz. Pour vous interviewer aujourd'hui, nous avons du monde autour de la table avec Maniamé, Hélène, Nathan, Orlan et Erwan. Et derrière, à la table de mixage, Léna et Nina. Deviens le héros de ton alimentation, l'invité exceptionnel de l'émission, Edith Louis. Pour démarrer cette interview, nous allons d'abord nous intéresser au parcours de notre invité. Les premières questions vont être posées par Maniamé et Erwan. Pourriez-vous, en quelques mots, présenter le réseau permettant la prise en charge des enfants en surpoids et dont vous êtes à l'origine de la création ? Eh bien, mon réseau s'adresse aux patients atteints de pathologies chroniques et en particulier les enfants ayant un surpoids ou une obésité et puis bien sûr aussi s'occuper de leur famille. Il regroupe différents professionnels de santé et propose au travers d'un parcours qu'on appelle un parcours d'éducation thérapeutique du patient, des consultations individuelles et surtout des ateliers pour rechercher avec eux, avec les enfants et avec leur famille, des pistes pour modifier les habitudes de vie de la famille et pour améliorer la santé et la qualité de vie de ces enfants. Qu'est-ce qui vous a donné envie de créer ce réseau ? Bien, c'est la complexité de cette pathologie que l'on dit multifactorielle, c'est-à-dire qu'elle a beaucoup de causes et pas seulement la malbouffe, et la difficulté d'aborder de façon satisfaisante au cours de seulement des consultations médicales. Les réponses et les aides relèvent aussi bien des compétences d'un enseignant en activité physique adaptée, d'un diététicien, d'un psychologue que d'un médecin. Et le travail en atelier permet aussi d'échanger dans un groupe, de sentir les enfants et les familles qu'elles se sentent peut-être moins isolées et de pouvoir partager leurs expériences. Maintenant que nous en savons un peu plus sur le parcours de notre invité, nous allons rentrer dans le cœur de notre sujet, sur le goût, avec une question posée par Hélène. Avez-vous une définition du goût à nous donner ? Alors le goût est un de nos 5 sens, et les sens nous permettent de comprendre notre environnement, de nous y adapter en permanence. Et à chaque sens est associé un organe, l'œil à la vue, l'oreille à l'ouïe, le nez à l'odorat, la peau au toucher, et la langue et ses papilles au goût. Le goût est un sens grâce auquel nous percevons les saveurs et les compositions des aliments qui passent par notre bouche. Vous savez sans doute qu'il existe 4 saveurs, le goût acide, le goût amer, le goût sucré, le goût salé. Mais aussi dans la bouche, on ressent des choses comme la fadeur, un aliment fort, un aliment âcre, un aliment savoureux. On ne sait pas trop si ça vient du salé ou du sucré ou de l'association des deux. Et l'organe du goût, c'est la langue essentiellement, mais aussi le palais et la face interne des joues. Ces organes portent des papilles qui sont des capteurs de ce que nous mettons dans la bouche, et ces capteurs vont transmettre des informations au cerveau. Ces papilles ou ces capteurs, celles qui sont à l'arrière de la langue sont plus spécialisées pour repérer la mer, celles du côté de la langue pour l'acide et le salé, et le sucré est repéré par les papilles qui sont sur la pointe de la langue.
Et vous savez bien que le goût n'est pas le seul qui intervient pour apprécier les aliments. Nous utilisons nos 5 sens, et nous en reparlerons peut-être un peu plus tard. Le nez pour l'odorat, l'arôme, la vue. On dit bien qu'on mange avec ses yeux. Un aliment inconnu, s'il est beau, coloré, peut modifier notre perception et l'envie de le mettre dans la bouche, mais aussi le toucher. Est-ce qu'il est élastique? Est-ce qu'il est dur? À quelle température est-ce qu'il est? Et même l'ouïe, est-ce que c'est quelque chose de craquant, de croustillant? Le goût est en fait quelque chose d'assez complexe et qui fait intervenir beaucoup de nos sens. Pourquoi est-ce important d'aimer des aliments différents? Bien, nous sommes des omnivores. Pour notre santé, il est utile de manger de tous les groupes alimentaires. Et pour avoir ce qu'on appelle une alimentation équilibrée, pas mal de familles d'aliments sont utiles. Et c'est plus agréable et plus facile à mettre en place si on aime ce qu'on doit mettre dans son assiette. Parce que manger, au-delà de sa fonction vitale, c'est aussi un plaisir. Pourquoi est-ce que beaucoup de personnes aiment les produits sucrés? L'attirance pour le goût sucré est innée chez l'homme. Sans doute parce que le glucose, qui est contenu dans le sucre, est un carburant essentiel de nos cellules. C'est celui qui nous apporte de l'énergie. Quand des expériences ont été faites chez le nouveau-né, qui n'a encore goûté à rien, si on lui met sur le bout de la langue un peu de sucre, vous le voyez sourire, se détendre. Par contre, si vous lui mettez dans la bouche une saveur acide ou amère, on le verra faire un peu la grimace. Et lorsque le sucre se retrouve dans notre bouche, les capteurs dont on a parlé tout à l'heure, qui sont sur la langue, ils activent via le circuit nerveux un circuit du plaisir dans le cerveau. Et l'imagerie médicale a bien démontré que lorsque nous mangeons, nous activons donc au niveau du cerveau des zones de plaisir qui sont en lien avec le système de récompense. Le cerveau sécrète alors une hormone du plaisir immédiat, la dopamine, et comme le cerveau adore le plaisir, il va nous pousser à manger à plusieurs reprises des produits sucrés. Le cerveau va aussi sécréter une autre hormone, la sérotonine, qui est, elle, plus une hormone du bien-être et qui est stabilisatrice de l'humeur dans le temps. La consommation régulière de sucre peut créer une habitude qui inciterait à en manger de plus en plus pour continuer à apprécier le goût et les effets. Mais ces envies de sucré qui ont pour but d'augmenter notre dopamine et notre sérotonine sont là pour une meilleure gestion de notre stress et éventuellement pour nous aider à sortir d'un état dépressif. Mais tout interdire le sucre peut engendrer des problèmes. Par exemple, un enfant qui est privé de sucre parce que il est trop gros, parce qu'il a été puni, parce que, il pourrait développer une préoccupation excessive et même une obsession envers les aliments sucrés et les bonbons et se gaver dès qu'il en a l'occasion, cherchant à en manger en cachette, à en chipper à ses copains, avoir une attitude tout à fait obsessionnelle vis-à-vis des choses sucrées. Est-ce que la couleur de l'aliment influe sur son goût? Oui, bien sûr, la couleur influe. Mais vous savez tous que la manière dont on présente les plats qui arrivent devant vous, lorsqu'ils sont colorés, lorsqu'ils trouvent à la fois un mélange de rouge, de blanc, de vert, vous donneront envie de les goûter. Par contre, s'il n'y a qu'une seule couleur et que c'est en particulier le vert, vous allez peut-être les associer, ou les enfants petits les associent à des histoires un peu difficiles et pensent à la sorcière ou pensent à des choses, à des monstres pas agréables qui sont de couleur verte souvent dans les dessins d'enfants ou dans les livres pour enfants. Et donc ils vont associer cette couleur à un aliment qui ne sera pas agréable parce que ça leur rappellera peut-être de mauvais souvenirs. La couleur est vraiment importante dans le goût. Peut-on perdre le sens du goût? Ah oui. Et vous savez comment ça s'appelle? Ça s'appelle une agueusie. Ou bien, lorsque c'est un peu moins important, une hypogueusie. Eh bien, la sécheresse de la bouche, qui peut être due à différentes pathologies, une altération des papilles gustatives, des maladies endocriniennes comme le diabète ou l'hypothyroïdie. Et puis, plus récemment, ou peut-être pour vous, ça commence déjà à dater, il y a 5 ans, certaines maladies, par exemple dues à un virus, et vous savez tous que
le virus du Covid, le virus SARS-CoV-2, a très souvent entraîné une perte du goût. Et quelquefois, c'était la porte d'entrée dans la maladie, en disant, tiens, je n'ai plus de goût, je suis enrhumé, je suis un peu fébrile, est-ce que ce ne serait pas la Covid? Et certains médicaments peuvent aussi entraîner une perte de goût, en particulier des médicaments contre le cancer, mais aussi des médicaments qu'on appelle antifongiques pour soigner les infections dues à des champignons. Peut y avoir aussi des lésions nerveuses qui détruisent ce circuit qui va des papilles de la langue jusqu'au cerveau, suite à un traumatisme crânien ou une tumeur cérébrale, qui va entraîner la non-transmission des informations des papilles au cerveau. Vous savez aussi que le déficit d'un sens entraîne souvent le développement plus important qu'un autre. Par exemple, les aveugles qui ne voient pas vont se servir beaucoup plus de l'audition pour s'aider à se repérer dans l'espace, pour distinguer des choses. Pour l'odeur peut compenser aussi en partie cette perte du goût. Avant de poursuivre cette discussion avec vous, Edith Louis, nous avons 2 enregistrements à vous proposer. Nous allons tout d'abord écouter l'interview d'Anne Didier Pétrement, membre de l'Association nationale pour l'éducation du goût, réalisée en visioconférence le 24 mars au collège. Elle a eu la gentillesse de répondre à nos questions et voici un extrait de notre entretien qui démarre avec une question de Maniamé qui s'interroge sur le fait que nous ne ressentons pas tous les mêmes goûts. Deviens le héros de ton alimentation. Interview d'Anne Pétrement. Pourquoi ne ressentons pas tous les mêmes goûts? La réponse, c'est que déjà, le goût, il vient d'un équipement sensoriel qu'on a à la naissance, qui comprend un odorat, un goût, un toucher, une vue. Et on ne naît pas à la naissance, on ne naît pas avec des équipements sensoriels équivalents. On a plus ou moins des sens développés, des sens affûtés, développés. Donc déjà, les différences de perception, elles viennent d'équipements sensoriels qui nous sont propres. Voilà, ça c'est la première chose. Après, la deuxième chose, c'est que quand on a commencé à goûter le monde, donc quand vous êtes à votre naissance, eh bien, vous avez été exposé vers 4, 5, 6 mois à différentes expériences alimentaires. Vous avez goûté, selon vos familles, tel ou tel type de cuisine, tel ou tel plat. Et du coup, vous avez une expérience qui est personnelle. On ne mange pas pareil dans toutes les familles. Donc, les goûts, ils viennent à la naissance de l'équipement sensoriel et puis des expériences et de l'environnement dans lequel on grandit. Pourquoi une odeur peut-elle nous donner envie de manger ou au contraire nous dégoûter? L'odeur nous influence, c'est ça la question. Nous influence et va nous donner envie de mettre l'aliment en bouche ou de ne pas le mettre en bouche. Parce que l'odorat, c'est un sens très très important. Et sentir une bonne odeur ou sentir une odeur qui ne nous plaît pas va nous donner ou non envie de mettre l'aliment en bouche. Parce que après la vue, justement, qu'est-ce qui intervient comme sens? Eh bien justement le sens de l'odorat, donc qui va stimuler des zones du cerveau qui vont stimuler l'envie de goûter ou l'envie ou pas l'envie de goûter. Donc c'est important de soigner les bonnes odeurs pour anticiper le plaisir de manger. Et j'imagine qu'à la cantine, vous faites tous l'expérience d'apprécier plus ou moins les odeurs que vous sentez quand vous arrivez dans le réfectoire. Est-ce que le goût peut être influencé par le moment de la journée? Le goût peut être influencé selon le moment de la journée dans lequel on est, selon si on vient juste de se réveiller ou si on vient de faire une séance de sport. Eh bien, on ne va pas percevoir les saveurs de la même façon parce qu'on ne va pas manger l'aliment avec le même appétit à différents moments de la journée. Et donc, la perception du goût d'un aliment peut varier selon le moment de la journée, selon si on n'a pas mangé depuis longtemps ou au contraire, on a saturé sa bouche de tas de saveurs parce que, par exemple, on va manger plein de bonbons et puis on va manger juste après, on va avoir une dégustation de
qu'est-ce que je vais prendre? Allez, une dégustation de tomates. Eh bien, la perception de la saveur de la tomate, elle va pas forcément être la même si on a la bouche saturée de sucré et d'acide, souvent avec les bonbons, hein, que si, voilà, ça fait 3 heures qu'on n'a pas pris un aliment, eh bien, le goût de la tomate va être différent. Quelquefois, des goûts qui peuvent être un peu masqués parce que, avant, on vient de prendre un gros repas, et on n'a plus du tout faim, ou on a mangé tout un paquet de chips et on a ce goût salé en bouche et donc la tomate qui va arriver après, elle va pas du tout avoir la même saveur que si on la mange au retour de la plage l'été, après avoir le ventre bien vide pendant plusieurs heures. Donc oui, le goût varie plus ou moins en fonction du moment de la journée, mais aussi de son humeur, comment on est bien dans sa peau. Eh ben, ça peut varier. Vous avez sûrement tous fait l'expérience de manger le même aliment qui n'a pas le même goût selon votre état émotionnel. Eh bien, le goût va être différent. Si vous le mangez avec des gens que vous aimez bien, peut-être que cet aliment, eh ben, il n'aura pas le même goût que si vous vous le mangez avec des personnes que vous n'appréciez pas. Donc le goût, il varie en fonction du moment de la journée, en fonction de votre état émotionnel, état physique, il varie. C'est ça qui est bien. Quand on mange, c'est jamais pareil. Pourquoi les goûts changent avec l'âge? Les goûts, ils changent, oui, voilà, les goûts, ils changent. Pourquoi? Parce qu'on change. Parce qu'on change, parce qu'on goûte cette fois le chou-fleur et qu'on finit par l'apprécier. Donc, en finale, le goût va changer. Il change parce qu'on s'ouvre à de nouveaux goûts. Et ils évoluent tout le temps, les goûts. Ils évoluent de la naissance jusqu'à nos derniers jours de vie. Merci encore à Anne-Didier Pétrement d'avoir passé ce moment en notre compagnie. Pour celles et ceux qui souhaitent écouter l'intégralité de cette interview, le lien est disponible sur le blog Deviens le héros de ton alimentation sur votre ENT. Et dites-Louis, vous avez peut-être des choses à rajouter par rapport à ce que nous venons d'entendre? Écoutez, c'était une interview très intéressante qui rappelle que le goût évolue, qu'il dépend de nous, de beaucoup de notre émotion, de nos expériences alimentaires, de notre vie familiale, de notre histoire personnelle, et surtout que chacun a son propre équipement sensoriel. Ça, j'ai trouvé très intéressant qu'elle nous le rappelle. Et nous ne naissons pas tous pareils, et nous n'évoluons pas tous dans les mêmes milieux familiaux, et donc nous n'aurons pas forcément, de par nos habitudes, les mêmes goûts alimentaires, mais nous avons aussi la possibilité de découvrir, de se donner la peine de découvrir d'autres goûts et de les apprécier. Je trouvais que c'était une interview très intéressante. Avant de poursuivre notre discussion, nous allons écouter le deuxième enregistrement. Il s'agit d'un micro-trottoir réalisé dans la cour du collège et qui s'intéresse aux goûts et dégoûts des collégiens de Trilport. Deviens le héros de ton alimentation. Les micro-trottoirs du collège du bois de l'Enclume. Est-ce qu'il y a des aliments que tu détestes? Les arbres là, un peu. Les mini-arbres. Ah, les brocolis. Ouais, les brocolis. Ok, d'accord, les brocolis. D'accord, les brocolis. Oui, il y a des aliments que je déteste et il y en a un en particulier et c'est les courgettes. La courgette. La courgette, d'accord. Oui, les courgettes. Les épinards. Le brocoli. Pourquoi est-ce que t'aimes pas certains aliments? Est-ce que selon toi c'est lié à la texture ou à l'odeur? Aucun des deux, c'est au goût. Les courgettes, je les aime pas parce que la texture, elle est pas très... En fait, elle est... C'est pas foufou. Voilà, c'est pas foufou. Et donc, et aussi il y a l'odeur, j'aime pas trop. À l'odeur? Les deux. Oui, la texture. L'odeur aussi. Oui. Plus déjà la texture, parce que quand on met cet aliment en bouche, la texture ça fait que l'aliment il n'est pas bon, et voilà, c'est pour ça. Est-ce que là un aliment que tu adores? Les carottes. Lasagne. En vrai, le riz c'est bon. La mangue. Ouais, les carottes. Oui, la banane. Le fromage. Les frites, je crois. La carotte. Le saucisson. Quel est ton plat préféré? C'est le poulet. Les pâtes. Les pizzas. Les lasagnes. Les lasagnes. Les lasagnes. Les pâtes à la carbo. La raclette. Pizza. Spaghetti à carbonara de préférence. La pizza.
Est-ce que la présentation ou la texture des aliments a une importance sur leur goût? Non. Non. Oui. Ou non, mais sur l'envie de manger plutôt. Non, je pense pas. Si la texture n'est pas bonne, le goût peut être bon. Non. Est-ce que tu aimes faire la cuisine et si oui, avec qui? Oui, j'aime bien faire la cuisine avec ma famille. Oui, avec ma mère. Oui, avec mon père. Alors non, moi j'aime pas faire la cuisine, c'est pas quelque chose que j'apprécie. Et que ce soit avec quelqu'un ou non, c'est pas quelque chose que j'apprécie. Oui, j'aime bien faire la cuisine et principalement seul. J'aime pas faire la cuisine. Non, j'aime pas faire la cuisine. Avec qui préfères-tu manger, en famille ou à la cantine? Bah, avec mes copains. À la cantine, mais avec mes potes. Avec Lenny. À la cantine. En famille, en famille. En famille, c'est un moment convivial, on peut se raconter de bonnes choses, on se raconte la journée. Est-ce que tu penses manger équilibré? Ouais, je pense manger... Ça dépend des fois en fait. Oui, je mange équilibré. Plutôt, oui. Oui, je pense pas souvent, mais ça va. Est-ce que tu préfères les haricots ou les courgettes? Courgettes. Les courgettes. Haricots. 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 Je vais partir plus sur les haricots, je pense. Et tu préfères les fruits ou les légumes? Les fruits, hein. Fruits. 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 À choisir, glace ou gâteau? Glace, non, gâteau. Ok. Glace c'est meilleur parce que quand il fait chaud, bah tu manges une glace et après t'as froid. Glace. Les glaces vanille fraise. Gâteau. Je suis pas trop glace moi. La glace. Edith Louis, est-ce que ce micro-trottoir vous fait réagir? Ah bah écoutez, j'ai trouvé excellent. C'était de très bonnes questions que vous avez posées. Et il confirme un petit peu ce qu'on a dit et ce qu'on a entendu jusqu'à présent. Regardez parmi les aliments qui ne sont pas aimés par les personnes, les jeunes que vous avez interviewés, il y a les brocolis, la courgette, les épinards. 3 aliments verts. Hein, j'ai dit que le vert, on a une aversion pour le vert dans notre assiette qui vient sans doute des temps très anciens. Hein. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils ont fait intervenir plus ou moins les autres sens. Et quelquefois, ils ont dit que ça n'avait pas d'importance. Et pourtant, quand on écoute, quand on est sensibilisé, quand on fait attention à ces autres sens, ça peut nous aider à apprécier les aliments. Dans les aliments que vous avez, qu'ils ont bien aimés, la pizza, la raclette, les lasagnes qui sont revenus plusieurs fois, ce sont des aliments qui ont qu'on l'on savoure particulièrement et qui sont souvent l'occasion de repas partagés. Et vous avez aussi relevé que on aime bien les repas qu'on partage avec d'autres. C'était aussi intéressant d'entendre que beaucoup d'entre vous aiment cuisiner et ça c'est absolument capital pour pouvoir s'approprier de nouveaux goûts et de les apprécier. C'est de passer par la cuisine. Voilà, j'ai trouvé que c'était très intéressant. Nous abordons à présent notre dernière thématique qui a pour objectif de répondre à la question suivante. Comment apprendre à aimer ce qu'on n'aime pas? Et l'on retrouve nos intervieweurs, Hélène, Nathan, Orlan et Erwan, qui vont vous interroger sur ce sujet. Est-ce que nos parents peuvent influencer nos futurs goûts? Ah oui. Vos parents ont eu, surtout dans votre petite enfance, un rôle très important pour influencer vos goûts. Mais aussi toutes les personnes qui ont gravité autour des repas, que ce soit la nounou qui vous a donné à manger, ou à la crèche, ou à la cantine, ou les repas qu'on a partagés en famille. C'est très important parce que quand on est petit, au moment de la diversification alimentaire, les papilles sont à la fête et si les repas se passent dans un climat de tension, d'agitation, de précipitation, on n'aura pas le temps de découvrir ces aliments et on n'en fera pas forcément la fête. Hein. Et puis la façon dont se passent les repas, le plaisir qu'on donne à manger, la réaction qu'ont eu vos parents lorsque vous avez refusé un aliment, soit de le goûter, soit de le manger, et puis aussi le plaisir qu'on a eu à préparer ensemble les repas, qu'on a eu
que la cuisinière ou le cuisinier a eu à préparer ce repas, qui vous a transmis ce plaisir, l'ambiance, la cuisine familiale, et puis vous êtes quand même, vous imitez beaucoup vos parents, et selon les habitudes alimentaires qu'on a dans chaque famille, vos parents vont vous transmettre le plaisir d'un aliment plutôt que d'un autre. Est-ce que la fréquence de consommation peut jouer sur les préférences ? Il est nécessaire de goûter plusieurs fois un aliment avant l'apprécier. On ne sait pas si c'est 4 fois, 5 fois ou 10 fois, mais il faut savoir présenter à un enfant sous des formes peut-être différentes, mais plusieurs fois le même aliment avant de dire ou de constater qu'effectivement il le rejette complètement. Mais très souvent, les goûts évoluent, et ça vous l'avez vu aussi avec la personne que vous avez interviewée tout à l'heure, les goûts évoluent en fonction de l'âge, du climat, de son environnement et de son âge. Donc rien n'est perdu. Comment convaincre un enfant qui ne mange rien à goûter de nouvelles saveurs ? C'est un challenge, mais avec de la patience, avec de l'enjouement, en variant les différents modes de cuisson, les différents modes de présentation, en variant les textures, en sachant changer les recettes avec les mêmes produits de base. On peut arriver, en présentant, je l'ai dit, plusieurs fois le même aliment à un enfant, à le faire apprécier. Et puis pour ceux qui rencontrent des difficultés alimentaires, qui ont un panel alimentaire très restreint, il faut proposer avec cet aliment qu'on n'aime pas, un aliment qu'on aime au même repas. Cela s'appelle le goût copain. Ça aide à rétablir le plaisir alimentaire. Pour apprécier la nourriture, il est aussi nécessaire d'accepter de la regarder, de la découvrir avec les doigts, d'accepter de la sentir, de l'approcher de ses lèvres avant de la mettre en bouche. Et il faut rétablir un plaisir sur la prise alimentaire. Et on a besoin pour cela de tous nos sens et pas seulement du goût. L'alimentation d'une femme enceinte peut-elle jouer sur les préférences futures de son enfant ? Oui, parce que le goût commence à se développer pendant la grossesse. Et plus la future maman aura une alimentation variée, plus le bébé peut découvrir des goûts différents et moins il sera surpris plus tard lorsqu'on s'en appelle la différenciation alimentaire. Les bébés allaités aussi peuvent découvrir des nouveaux goûts dans le lait maternel selon l'alimentation de la maman. Chaque tétée a un autre goût et le bébé, du coup, acceptera plus facilement l'introduction d'autres aliments que le lait, très souvent par rapport à un bébé qui n'aura eu que du lait en poudre, parce que le lait en poudre fabriqué de manière industrielle, qui a d'excellentes qualités nutritives, a toujours le même goût. Et donc ce sera sans doute un peu plus difficile pour ces enfants-là d'appréhender la diversification alimentaire, parce qu'ils vont être très surpris. Chaque aliment pour eux sera complètement nouveau, alors que le bébé allaité aura pu goûter ses saveurs déjà avant. Et ce ne sera pas tout à fait une nouveauté pour lui. Et c'est Erwan qui va vous poser la dernière question. Nous aimerions connaître vos derniers conseils pour tenter de diversifier notre alimentation et nous faire aimer ce qui au départ nous rebute un peu. Alors, je crois que pour vous, il faut faire du repas un moment convivial, sans pression. Vous êtes les acteurs de votre assiette. Votre podcast s'appelle « Deviens le héros de ton alimentation ». Eh bien, il faut que vous soyez curieux, que vous dépassiez vos réticences, que vous appreniez à cuisiner, à jouer avec les épices, avec les associations d'aliments, avec les herbes aromatiques, que vous ayez la volonté de goûter, de regoûter avant de rejeter définitivement. On a le droit d'avoir un dégoût pour tel ou tel aliment et forcer ne fera que provoquer un dégoût, voire un rejet durable. Mais il faut se rappeler que goûter, c'est se prendre le temps de regarder, de sentir, de toucher, de poser l'aliment sur les lèvres, de lécher, de croquer, de garder en bouche et d'analyser les saveurs, de verbaliser ce qu'on ressent. C'est plus facile pour vous, adolescents, que pour un tout petit bébé, mais il faut savoir le faire. Et puis éventuellement, on crache si vraiment on n'aime pas. Et on avale si on le peut et si on le veut. Vous êtes vraiment
en voulant devenir les héros de votre alimentation, vous êtes les acteurs de votre découverte alimentaire et découvrir des nouvelles saveurs est un plaisir. C'est ici que s'achève notre interview. Merci infiniment Edith Louis de nous avoir accordé du temps pour répondre à nos questions. Mais c'est moi qui vous remercie pour votre écoute. Grâce à vous, nous en savons plus sur le goût et vous nous avez donné des pistes pour tenter de diversifier notre alimentation. Et voilà, c'est la fin de notre émission. Merci à tous de nous avoir suivis. À bientôt. C'était Deviens le héros de ton alimentation, le podcast des collégiens de la Seine-et-Marne.